Dans le partenariat public-privé, n'oublions pas que au bout d'un certain temps, ce temps-là qui est le temps d'exploitation et donc qui vise à rembourser l'investissement et à rémunérer l'investissement de chacune des parties, y compris la partie publique, le bien est à terme entièrement retrocédé à l'autorité publique qui avait contracté le partenariat public-privé. Il faut noter également qu'il existe des cas de figure où une infrastructure déjà financée et construite par une autorité publique fasse l'objet d'un partenariat public-privé. Donc, on a construit déjà une route, on a déjà construit un pont et on se rend compte que peut-être parce que ce pont, cette route, cet aéroport a besoin de rénovation, a besoin d'amélioration, d'une mise à niveau et qu'il faut des investissements que peut-être le secteur public n'est pas prêt à consentir, on peut s'appuyer sur l'expertise privée pour, n'est-ce pas, monter un partenariat public-privé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du bureau AC Expertise, une chaîne sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine. Parce que nous pensons que c'est grâce à l'expérience sur le terrain et à la connaissance que nous pourrons bâtir le continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert sur les questions financières, mais de manière spécifique sur la finance de développement, qui a en tout près de 20 ans dans le domaine des finances. Mais mieux que moi, je suis sûr que Steve pourra se présenter à nous. Merci Didier, merci de me faire l'honneur de m'accueillir à ACA Expertise pour partager un tout petit peu mon parcours de vie, mon curriculum vitae. Je suis Steve Chouinté Noumo, je suis camerounais. Ça fait à peu près 20 ans que j'exerce dans le domaine de la finance, comme tu le relevais précédemment. 20 années reparties globalement en 3 parties. Une dizaine d'années dans le monde de la banque dure. À peu près une autre dizaine passée dans le monde du secteur privé, dont aujourd'hui 6 bientôt dans l'activité qui nous concerne aujourd'hui, les partenariats publics-privés. Alors, je suis en fonction actuellement à Nachtigal Hydropower Company. C'est un PPP au Cameroun, basé au Cameroun, qui a la mission de concevoir, de développer, construire et exploiter en concession l'aménagement hydroélectrique de Nachtigal Amont, qui à terme va délivrer 420 MW dans le réseau camerounais, ce qui représente globalement le tiers de la capacité actuelle du réseau. J'ai essayé d'accompagner ce parcours professionnel de quelques credentials, de quelques accréditifs. Je suis notamment certifié par le groupe Banque Mondiale sur les partenariats publics-privés depuis tout récemment, depuis 2025. Un partenariat sur les partenariats publics-privés. Et puis il y a quelques années, j'en avais fait une autre intitulée Unlocking Investment in Emerging Markets and Development Economies, globalement débloquer les financements dans les marchés émergents et les économies, dans les marchés émergents et dans les économies en développement. Donc aujourd'hui, nous sommes là, comme tu m'y as convié, pour traiter de la question des PPP, partenariats publics-privés. Oui, justement, et ça tombe bien parce que tu es certifié sur les questions des partenariats publics-privés et tu as aussi des accréditations sur le financement des marchés émergents. Donc, c'est quoi un partenariat public-privé? Alors, oui, nous avons là un terme qui est long. Oui. Long. Et dont l'essence réside dans la définition. C'est un partenariat qui est fait entre le secteur public et le secteur privé et qui a vocation à être mutuellement profitable pour les deux parties. La raison d'être d'un partenariat public-privé, c'est pour des missions, parce que vous comprendrez aisément que des investissements du secteur privé, l'État n'a pas forcément à s'en mêler. Si aujourd'hui, Didier, vous souhaitez construire votre maison ou construire un hôtel, une fois que vous avez eu les autorisations, l'État n'a pas à s'en mêler. Donc, par nature, en fait, il y a des domaines qui sont réservés au secteur public, notamment les services publics. Alors ici, on va avoir
le domaine routier, portuaire, aéroportuaire, le secteur de l'énergie, la gestion de l'eau et de certains, ça peut aller aussi loin que la gestion du système pénitentiaire et bien d'autres exemples peuvent être cités qui sont du domaine régalien de l'État. Vous verrez mal Didier en train de vouloir aujourd'hui de votre propre chef construire votre pont sur un fleuve ou sur une rivière parce que vous en avez trouvé le besoin. Le besoin peut être existant, le besoin peut être pertinent, mais ce n'est pas de votre ressort. Alors, pour ce qui est donc du ressort des États, il peut être intéressant pour les États, pour des raisons de gestion de leur trésorerie, pour des raisons d'expertise du secteur privé, pour des raisons de temps et de délai d'exécution, pour des raisons d'intéressement même de l'État, parce qu'un partenariat a pour vocation de produire une activité qui va être rémunérée, d'accord, une activité qui sera payée par l'usager et sur lequel l'État va être rétribué également, sur laquelle l'État va être rétribué. Donc il peut être intéressant pour les États à un certain moment de regarder le secteur privé pour l'accompagner, pour faire une joint venture, n'est-ce pas, dans la gestion de certains services publics au travers justement de ces PPP. Ok. Donc on a bien compris l'intérêt que l'État et le secteur privé peuvent avoir à travailler ensemble dans le cadre de ce partenariat. Mais alors comment se passe la structuration de ce type de partenariat? Comment on monte un partenariat PPP? Vous me posez une question très technique là, Didier. Effectivement, c'est un partenariat, donc il y a tout un ensemble de contrats. Il y a tout un ensemble de contrats. Globalement, il va y avoir trois grosses phases. Trois grosses phases sur, je pourrais même dire 4, sur ce type d'instruments, sur ce type de véhicules, les PPP. Vous avez tout d'abord une phase de développement. La phase de développement elle-même peut être scindée en deux phases, en deux sous-phases. Vous avez un acteur public et un acteur privé qui, ensemble, conviennent d'explorer la faisabilité, n'est-ce pas, d'un projet en PPP. Et ici, il faut quand même relever qu'en fonction de l'organisation de la structuration des États, l'acteur public n'est pas forcément l'État central. En fonction de la structuration et de l'organisation administrative, l'acteur public peut être une mairie. L'acteur public peut être une préfecture. L'acteur public peut être un gouvernorat, en fonction, n'est-ce pas, de la structuration et de ce que les textes prévoient. Donc, à partir du moment où on a un acteur public et un acteur privé qui est ici identifié S-qualité, vous comprendrez aisément que si nous traitons de la question de la gestion de l'eau, il est plutôt intéressant d'avoir un partenaire, n'est-ce pas, qui a montré une expertise avérée dans la gestion de l'adduction en eau, n'est-ce pas, dans les cités. Et donc, qui ensemble donc, commencent à voir la faisabilité d'un projet. D'accord? Une fois que cela est fait, ils vont présenter un projet à différents investisseurs, différents types d'investisseurs. Nous sommes encore là dans la phase de développement. À différents types d'investisseurs et essayer par leurs arguments de les convaincre à investir dans ce projet. Ça, c'est en fonction de la taille, n'est-ce pas, du projet. Il peut arriver que l'investissement soit à une taille qui peut être absorbée par le partenaire privé initialement choisi pour développer ou co-développer le PPP. Et donc là, vous allez avoir des partenaires privés qui vont investir en capital, c'est-à-dire qui peuvent accepter de partager le risque avec les autres actionnaires, les deux actionnaires préexistants, ou alors investir en prêt. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un aréopage de contrats qu'il faut savoir piloter pour qu'il soit équilibré et que l'ensemble des parties ne soient ni lésées, ni mises en position de force par rapport aux autres, pour que ce partenariat soit équilibré. Et donc, quand nous sommes sortis de cette phase qui, comme je le disais précédemment, a deux sous-phases, nous rentrons donc dans la phase d'implémentation du projet. Que cela soit une route, que cela soit un pont, un port, un aéroport, un aménagement de production d'énergie ou tout autre service public ici qui est l'objet de ce partenariat public-privé, il y a des délais qui sont associés à des contrats, à des garanties. Encore une fois, on a beaucoup de contrats dans ce type
de véhicules. Et une fois la phase de construction achevée, vient donc la phase d'une exploitation en concession dont les éléments également sont codifiés au travers de contrats. Et une fois qu'elle est achevée, la dernière phase, c'est donc la rétrocession à l'instance publique qui, au départ, était associée au développement. Donc là, nous avons une grosse différence qu'il va y avoir entre une privatisation, parce que quand un État, quand une autorité publique cède un actif qui lui appartient au secteur privé, c'est une vente. Il y a un prix qui est fixé sur la base d'un certain nombre de calculs savants, et une fois que la vente est faite, l'infrastructure, l'ouvrage appartient pleinement au secteur privé. Dans le partenariat public-privé, n'oublions pas que au bout d'un certain temps, ce temps-là qui est le temps d'exploitation et donc qui vise à rembourser l'investissement et à rémunérer l'investissement de chacune des parties, y compris la partie publique, le bien est à terme entièrement retrocédé à l'autorité publique qui avait contracté le partenariat public-privé. Il faut noter également qu'il existe des cas de figure où une infrastructure déjà financée et construite par une autorité publique fasse l'objet d'un partenariat public-privé. Donc, on a construit déjà une route, on a déjà construit un pont et on se rend compte que peut-être parce que ce pont, cette route, cet aéroport a besoin de rénovation, a besoin d'amélioration, d'une mise à niveau et qu'il faut des investissements que peut-être le secteur public n'est pas prêt à consentir, on peut s'appuyer sur l'expertise privée pour, n'est-ce pas, monter un partenariat public-privé avec des durées d'exploitation qui sont calculées et ajustées en fonction de l'activité. J'espère que j'ai fait le tour de la question. Oui, tu as fait le tour de la question. Merci beaucoup. Et je vois que tu as fait un effort aussi pour ne pas utiliser beaucoup de termes techniques. C'est le but. C'est le but vraiment. Permettre à ce qu'on puisse comprendre et tout ça. Tout à fait. Merci infiniment. Mais est-ce que tu pourrais être disponible s'il faut accompagner des États, s'il faut accompagner des structures pour la structuration de ce type de partenariat? Oui, bien sûr, c'est l'objet de ces capsules. Ce qu'il faut relever, ce qui est important de relever, c'est que c'est aujourd'hui une solution qui est mise en lumière, même par des bailleurs de fonds, vraiment au plus haut niveau. Je référençais tout à l'heure la Banque mondiale qui aujourd'hui investit beaucoup dans la formation pour peu qu'on s'y intéresse. C'est un outil qui est fortement utilisé par des pays aux caractéristiques économiques similaires, n'est-ce pas, à nos pays d'Afrique qui sont des pays en voie de développement. Nous avons beaucoup de partenariats publics-privés en Amérique du Sud. Nous avons beaucoup de partenariats publics-privés en Asie du Sud-Est. Et donc, c'est un outil qui, aujourd'hui, vraiment a le vent en poupe, mais sur lequel il est important de dire que nous avons la compétence locale pour accompagner, que ce soit le secteur privé qui s'aventure, n'est-ce pas, qui pourrait être intéressé, mais également le secteur public, que cet outil, ces véhicules pourraient aider à résorber justement le déficit en infrastructure sur leur périmètre d'autorité. Voilà, j'ai bien retenu la compétence locale, c'est celle sur laquelle nous travaillons et c'est celle aussi que nous essayons de valoriser, permettre aux experts du Cameroun de pouvoir accompagner ceux de la Côte d'Ivoire, du Tchad, permettre aux experts qui sont aussi en RDC ou au Congo ou bien au Bénin de pouvoir accompagner ceux de la RCA ou bien d'autres pays. Et c'est le but que nous avons au niveau du bureau AC Expertise, de pouvoir valoriser les compétences africaines. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'être avec Steve et demain, certainement, nous aurons le plaisir d'être avec un autre expert pour lequel nous allons essayer de mettre en lumière son domaine d'expertise. Donc, merci beaucoup et puis à la prochaine. ACA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ACA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ACA Consulting
et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ACA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.